Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir la régulation de la respiration. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la respiration nécessite la contraction des muscles, notamment le diaphragme et les muscles intercostaux. Ceux-ci sont contrôlés et modifiés par le biais de centres respiratoires qui sont eux-mêmes influencés par les centres nerveux supérieurs, les chimiorécepteurs et d'autres réflexes. Commençons d'abord par voir les différents centres respiratoires. Il existe essentiellement deux groupes de centres respiratoires retrouvés dans la région bulbo-protubérantielle qui régulent la respiration. Les centres respiratoires pantins ou de la protubérance et les centres respiratoires du bulbe rachidien. Dans cette région du bulbe, on retrouve aussi des chimiorécepteurs centraux, localisés notamment dans la région ventrale. Ces derniers vont réagir aux fluctuations de CO2, d'oxygène et enfin de H+. Il existe essentiellement deux groupes de centres respiratoires dans le bulbe rachidien, le groupe respiratoire dorsal et le groupe respiratoire ventral. Le groupe respiratoire dorsal est responsable essentiellement de l'inspiration. Il a aussi pour fonction essentielle d'intégrer les potentiels d'action provenant des récepteurs de l'étirement périphérique et des chimiorécepteurs centraux et périphériques. Et il les transmet ensuite vers le groupe respiratoire ventral pour modifier le rythme respiratoire. Le groupe respiratoire ventral est responsable surtout de l'expiration, plus particulièrement forcée, puisque rappelez-vous que l'expiration calme est passive, donc elle ne nécessite pas l'intervention de muscles et donc pas celle de neurones non plus. Cependant, ce groupe contient des neurones inspiratoires et expiratoires, regroupés en plusieurs noyaux. L'un des plus importants est le complexe Pré-Böttinger, considéré comme le pacemaker. Celui-ci est responsable de la génération du rythme respiratoire de base de 12 à 16 respirations par minute. Le rythme est appelé eupnée. Certaines sources considèrent que le groupe respiratoire dorsal est aussi responsable de la fixation et du maintien du rythme de respiration. Sachez aussi que certains considèrent que ces neurones présents dans le groupe respiratoire ventral ne sont pas les seuls responsables de la génération du rythme respiratoire et qu'il y a plutôt 2 à 3 ensembles de neurones interconnectés. Les deux groupes respiratoires ventral et dorsal vont donc coopérer pour établir ensemble un rythme de respiration. Le groupe respiratoire dorsal peut recevoir aussi différentes impulsions provenant des chimiorécepteurs et des mécanorécepteurs pour modifier le rythme respiratoire de base et l'adapter en transmettant les informations au groupe respiratoire ventral. Ces deux groupes vont ensuite envoyer des fibres nerveuses qui vont soit sortir de C3 à C5, auquel cas elles vont innerver le diaphragme. Si cependant elles sortent de T1 à T11, ces dernières vont innerver les muscles intercostaux. Le rythme généré par les groupes respiratoires bulbaires peut être modifié par les centres respiratoires pantins, qui comprend deux principaux centres respiratoires. Le centre pneumotaxique, celui-ci inhibe l'inspiration et adoucit la transition de l'inspiration vers l'expiration. Le second centre est le centre apneusique, ces derniers stimulent l'inspiration. Si on fait une section entre le centre pneumotaxique et le centre apneusique, il y a apparition d'une respiration appelée respiration apneusique, caractérisée par une inspiration prolongée. Ces deux centres envoient des efférences vers les deux groupes respiratoires précédents, c'est-à-dire groupe respiratoire dorsal et ventral, permettant de réguler la respiration. Passons maintenant à la régulation chimique de la respiration. Les facteurs les plus importants qui permettent de modifier la fréquence et l'amplitude respiratoire sont les variations de concentration de CO2, d'oxygène et enfin d'ion H+ dans le sang. Les récepteurs qui réagissent à ces facteurs sont les chimiorécepteurs, et il en existe deux types. Les chimiorécepteurs périphériques, situés essentiellement dans la crosse de l'aorte et les artères carotides communes, et les chimiorécepteurs centraux, situés dans toutes les régions du tronc cérébral, notamment dans la face ventrale du bulbe rachidien. Le plus important des stimulus de la respiration est l'accroissement de la concentration de CO2. Normalement, la PCO2, c'est-à-dire la pression partielle en CO2 dans le sang, est de 40 mm de mercure. Lorsque la PCO2 augmente, état appelé
hypercapnie de plus de 3 mm de mercure, le CO2 augmente dans l'encéphale, parce que le CO2 traverse facilement la barrière hémato-encéphalique entre le sang et l'encéphale. Ce CO2 s'associe avec de l'eau pour former l'acide carbonique instable, qui se dissocie à son tour en ion H+, et bicarbonate. La concentration de H+, dans le liquide céphalorachidien augmente donc, et le pH donc s'abaisse. Ces H+ stimulent les chimiorécepteurs centraux qui vont envoyer des signaux notamment vers le centre pneumotaxique et le groupe respiratoire dorsal. Ce dernier va stimuler de son côté l'inspiration et va aussi stimuler le groupe respiratoire ventral pour stimuler à son tour la respiration, permettant donc d'augmenter au total la contraction des muscles respiratoires et donc augmenter la fréquence et l'amplitude respiratoire, ce qui va permettre de se débarrasser du CO2 en surplus. Si cependant la PCO2 est anormalement basse, état appelé hypocapnie, la respiration est inhibée par une diminution de stimulation des centres respiratoires et il y a donc diminution de la respiration qui va devenir lente, permettant au CO2 et à la concentration de H+ d'augmenter. Donc, la réponse à l'augmentation de la PCO2 est plutôt faite par les chimiorécepteurs centraux, qui constituent environ 70% des chimiorécepteurs à la PCO2, mais il existe quand même quelques récepteurs périphériques qui vont constituer 30% de ces mêmes chimiorécepteurs à la PCO2. Les deuxièmes types de récepteurs sont les chimiorécepteurs périphériques, retrouvés dans la crosse de l'aorte et dans les sinus carotidiens. Ces derniers répondent à un changement de la PCO2, de la PO2 et enfin du pH. Commençons par voir la PO2. En temps normal, elle est d'environ de 100 mm de mercure et elle n'influe donc pas vraiment sur les chimiorécepteurs. Et c'est plutôt la PCO2 qui va stimuler la respiration. Pour qu'elle puisse stimuler les chimiorécepteurs périphériques, la PO2 doit diminuer à au moins 60 mm de mercure. Dans ce cas-là, ce stimulus sera le stimulus principal et le plus important de la respiration. Enfin, la diminution du pH artériel modifie aussi la fréquence et le rythme respiratoire. Ce pH, cependant, n'est pas dû à l'augmentation du CO2, mais plutôt à la production d'acide par le métabolisme cellulaire, notamment l'accumulation d'acide lactique lors de l'exercice ou de corps cétonique, par exemple chez les diabétiques. Tous ces facteurs périphériques vont stimuler des cellules dans les glomus aortiques et carotidiens. Ces derniers sont constitués de deux types de cellules. Les cellules de type 1, appelées cellules du glomus, qui, lorsque stimulées, vont libérer des neurotransmetteurs qui vont agir sur les terminaisons nerveuses des nerfs essentiellement vagues pour le glomus aortique et glossopharyngien pour le glomus carotidien. Ces derniers permettent de stimuler les centres respiratoires qui vont permettre d'augmenter la fréquence et l'amplitude respiratoire, permettant enfin d'éliminer le CO2 par ventilation. Récapitulons. La respiration est contrôlée par plusieurs facteurs, notamment l'étirement périphérique, les mécanismes hypothalamiques, émotions et corticaux, c'est-à-dire la respiration volontaire, mais aussi des facteurs chimiques, notamment la PO2 lorsqu'elle s'abaisse au-dessous de 60 mm de mercure, et elle constituera alors le principal stimulus de la respiration, la PCO2 et enfin le pH. Ceci influe sur des chimiorécepteurs périphériques, mais il existe aussi des chimiorécepteurs centraux stimulés lors de l'augmentation de la PCO2. Ces chimiorécepteurs centraux et périphériques stimulent au niveau du tronc cérébral des centres respiratoires, notamment le centre pneumotaxique et le groupe respiratoire dorsal, qui stimulent le groupe respiratoire ventral, permettant de modifier l'amplitude et la fréquence respiratoire, permettant ainsi de modifier la respiration. Les centres respiratoires sont donc divisés en deux groupes. Les centres respiratoires pontins, ce sont le centre pneumotaxique qui permet d'inhiber l'inspiration et de stimuler l'expiration et donc augmente la fréquence de la respiration, et le centre apneusique qui a l'effet inverse. Le centre respiratoire bulbaire, constitué du groupe respiratoire ventral,
responsable essentiellement de l'expiration, et du groupe respiratoire dorsal, responsable essentiellement de l'inspiration. Les deux auront d'une certaine manière un rôle de fixation du rythme respiratoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.